La vie est comme un voyage, balisé d'histoires. Et les histoires nous aident à comprendre ce qui est incompréhensible. Cette deuxième saison de Comme un voyage t'embarquera encore dans des contrées inusuelles, mystérieuses, insolites et fantastiques. Dans les temps, dans l'espace. Mais chaque épisode sera guidé par une puissante boussole, à la fois map et miroir. La fiction, les histoires, les romans. Salve, bienvenue dans ce tout premier épisode de la deuxième saison de Comme un voyage. Et bienvenue dans notre premier lieu de départ. Mais nous sommes où? Nous nous trouvons au cœur de Rome, à Trastevere, un quartier branché, aujourd'hui prisé des voyageurs, sur la rive gauche du Tibre. Trans Tiberim, de l'autre côté du Tibre, tandis que la Rome antique prospérait sur la rive droite du blond fleuve, le Tibre. Le Tibre servait jadis de démarcation entre les terres romaines et celles sous influence étrusque. Sous l'empereur Auguste, cette zone au-delà fut annexée définitivement à Rome. Pourtant, elle restera un quartier singulier, peuplé essentiellement d'immigrés syriens et orientaux. Aujourd'hui encore, il est un quartier plein de mystères et d'histoires, avec des églises médiévales et des ruelles sinueuses, au-delà de sa vie nocturne animée. Mais viens avec moi. On va pousser cette vieille porte en bois, témoin du temps qui passe, et plonger dans un endroit disparu, mais qui était autrefois mon repère préféré. Grâce à la magie des souvenirs et des récits, je vais te le faire revivre pour qu'on embarque ensemble dans cette première aventure de Comme un voyage. Vois-tu, des moines vêtus de tuniques franciscaines, l'un jouant de la flûte en bois, un autre nous accueillant de son accent étranger, un vieil homme robuste tressant des paniers en osier, et tout autour de nous des paniers débordant de légumes, avec en arrière-plan des tables en bois et des bancs où des convives se régalent de plats simples et savoureux, en changeant quelques mots et quelques rires discrets. Nous voilà à la Pasta Vitale, un nom plutôt singulier pour un endroit qui semble nous transporter directement au Moyen-Âge. Mais cet endroit a existé. Et cet endroit a été pour moi, quand je vivais à Rome, un lieu d'évasion et un voyage à travers le temps. Un restaurant et une boutique de produits biologiques dirigée par des franciscains belges de l'ordre séculier qui résidaient en communauté sur les hauteurs des monts boisés de Tolfe, au nord de Rome. Comme des anciens hérétiques, vivant en autarcie et en communion avec l'esprit de François d'Assise, loin, miraculeusement loin du tumulte et du bruit de l'actuel Trastevere. C'est de là que je t'invite à entreprendre ce premier périple. Nous partons en Angleterre et allons suivre le parcours d'une drôle de femme anglaise. Oui, parce que je vais les faire à l'aide de romans. Et là, je vais te présenter un roman que j'ai particulièrement aimé et qui peut nous ramener à la nature et au voyage. Laura Willows du 1926. Roman de Sylvia Townsend Warner, née en 1893 et morte en 1978. Titre original Lolly Willows, traduit de l'anglais par Florence Levy.
1902. À la mort de son père, Laura Willows quitte sa campagne du Somerset pour aller vivre chez son frère Henry, avocat à Londres, marié à la très conformiste Caroline. Laura a 28 ans et devient pour tout le monde la docile, l'insoupçonnable tante Lolly. Bien des années plus tard, après la guerre de 14-18, elle commence à commettre quelques excentricités. D'ordre mineur d'abord, mais voilà qu'un beau jour, il lui prend la fantaisie de quitter Londres pour s'installer seule à Great Mop. Dans cette nature fantastique, Laura Willows se sent enfin chez elle. Le vent lui parle. La lune est accompagnée d'une meute de chiens blancs et noirs. Laura doit pactiser avec un chaton qui est le diable en personne, et c'est en sorcière, atteinte d'une folie douce, d'une folie drôle et poétique, qu'elle achèvera ses jours, sans doute, parmi les êtres de Great Mop. Voilà pour le résumé de l'édition française. Mais moi, je lui préfère le résumé de l'édition italienne, celle que j'ai lue il y a désormais presque 30 ans. La voici traduite pour toi. Lolly Willows est une femme adorable et solitaire, riche et selon toute vraisemblance destinée à ne jamais se marier. Elle se rend à Londres pour vivre avec son frère aîné, mais elle restera toujours un être à part de la famille, où peu à peu elle devient une tante Lolly, que tout le monde croit connaître comme une parure. Pendant ce temps, l'esprit de Lolly s'égare, s'éloigne de la respectabilité bourgeoise et coercitive de ses proches. Lolly, en vérité, a toujours gardé en elle quelque chose qui a une vocation, la vocation de sorcière. Dans sa vie observée de l'extérieur, il semble que rien ne se passe, jamais. Mais en réalité, une conspiration des ténèbres s'étisse en elle. Alors, un jour, Lolly s'affranchit de toute contrainte et part vivre seule à la campagne. Elle ne sait toujours pas qu'elle y est allée pour s'offrir comme proie au prince des ténèbres, qui sera là à l'attendre. Avec un naturel intrépide, avec une euphorie ironique, Lolly découvre une nuit qu'elle est en plein sabbat et reconnaît dans les autres acolytes nombre de ses paisibles concitoyens du village. Mais plus qu'au sabbat, qui finit toujours par assembler à un bal de charité, Lolly est incline à converser avec le diable, qui se présente comme un chat hirsute, comme un garde-chasse ou comme un paysage, et rarement le paysage a parlé comme dans ce roman. Elle s'enflamme alors en une superbe exaltation amoureuse. Lolly, la Vierge négligée, désormais inaccessible à l'ennui du monde, a découvert combien il y a d'explosifs en elle. Cette version permet de mieux comprendre ce que dans ce récit m'a intrigué et m'a amené à te le proposer comme l'un des romans chemins de ce premier épisode, comme un voyage. Tout d'abord, il y a cette idée que le cheminement de la protagoniste vers la sorcellerie est comme une libération et une création d'un nouveau mode d'existence. Ensuite, sa manière de faire face aux conventions de sa famille et la société, avec une détermination calme mais inébranlable, est très bien présentée. Et puis, il y a la nature, cette nature qui lui permet de découvrir un monde sensoriel et sensuel dont elle semblait privée dans son rôle de vieille fille, apparemment passive et sans charme. Oui, c'est un voyage, et un long voyage qu'elle parcourt, Lolly, et qui l'amène vers le diable, à la fois chasseur et jardinier, et qui ici incarne parfaitement Pan, dieu grec de la végétation, des animaux et de la nature sauvage, divinité d'un monde sans loi, de pure jouissance et de sauvagerie. Oui, tout ça, mais avec une touche d'ironie, l'ironie qui imprègne tout le roman de la Townshend.
Mais les voilà notre diable pan, comme il apparaît la première fois en forme humaine à Loli. Δέξε αγαθάν τυχάν, δέξε υγείαν, αν φερομεν παρά της Θεού, αν εκαλέσα το τίνα. Elle entendit un craquement de branches mortes. Quelqu'un était déjà levé. Un homme sortit du bois en sifflant. Sa démarche était étrangement lente et souple. Il tenait un bâton à la main, une baguette mal dégrossie qu'il avait ramassée dans le bois. Il sangla la tête d'un grand chardon et Laura vit la rosée jaillir de la fleur étonnée. Il s'arrêta net en l'apercevant, comme s'il craignait de la déranger. Il ne semblait pas surpris de la voir assise sur la colline à attendre le lever du soleil. Elle lui sourit, enchantée de ses bonnes manières et assez contente aussi de voir à nouveau quelqu'un de sensé. Encouragé par son attitude, l'homme sourit à son tour et s'approcha. Vous êtes bien matinale, Miss Willows. Laura ne le reconnaissait pas, mais ce n'était pas une raison pour que lui ne la reconnût pas. Elle pensa qu'il devait être garde-chasse, car il portait des guêtres et une veste de velours. Il avait le visage ridé et basané, et des dents aussi blanches et régulières que celles d'un chien. Son allure plaisait à Laura. Il avait un air aimable et assez détaché, qui convenait bien à l'heure matinale. Elle dit « Je suis restée debout toute la nuit. » Mais Lolly comprend vite à qui elle a affaire. Les arbres derrière elle murmuraient comme pour la consoler. Elle se laissait bercer par leur voix. « Rappelez-vous, Miss Willowis, rappelez-vous » murmuraient les arbres en balançant leurs branches alourdies de feuillage. Laura se rappela et elle comprit. L'homme qui était sorti des bois habillé en garde-chasse et qui lui avait parlé avec tant de calme et de simplicité était Satan, venu pour lui renouveler sa promesse et la rassurer. Il avait pris cet aspect pour ne pas l'effrayer. Et ces longs voyages intérieurs de Loli, qui a duré environ 40 ans si on part du début du roman, se terminera avec une prise de conscience et une longue déclaration face à Satan jardinier paisible qu'elle rencontre par hasard. Une déclaration, si on veut, qu'on peut définir de féministe. Écoute, lorsque je pense aux sorcières, j'ai l'impression de voir dans toute l'Angleterre et dans toute l'Europe des femmes qui vivent en vieillissant, aussi nombreuses que les myrtilles et aussi ignorées. Et ces longs discours de Loli, qui durent à plus qu'une page, se terminent ainsi. Elles, les femmes, savent qu'elles sont de la dynamite et elles attendent avec impatience le choc qui va donner un sens à leur vie. Certaines se réfugient dans la religion et je suppose qu'elles y trouvent leur compte. Mais pour les autres, pour tant d'autres, que peut-il y avoir sinon la sorcellerie? C'est ce qui leur donne leur réalité. Même si les autres les trouvent toujours tout à fait normales et sans danger et continuent à jouer avec le feu, elles savent au fond d'elles-mêmes à quel point elles sont dangereuses, imprévisibles et extraordinaires, même si elles n'utilisent jamais la sorcellerie. Elles savent qu'elle est là, à portée de main. Le cheminement de Loli est accompli et Satan jardinier le sait. Et à la fin du long discours de Loli, il le lui fait savoir avec ces mots. Je vous pousse à parler, non pas pour découvrir toutes vos pensées, mais pour que vous les découvriez. Continuez, Laura. Effectivement, Lord Willoughby est un roman atypique, mais
combien de pistes de lecture elle nous offre. Sylvia Townsend Warner a écrit aussi des nouvelles dont l'une porte le titre de Le royaume des elfes. Je t'ai parlé du dieu Pan, et maintenant je ne peux m'empêcher de le lier à Puka, cette créature féerique mi-chèvre, mi-humain de la mythologie irlandaise, avec des traits de Pan et du diable. Je te parle de voyage, et donc je ne peux pas me libérer de l'idée du fou, les maths des tarots avec son baluchon. Et comme Sylvia Townsend a écrit aussi cette nouvelle, Les royaumes des elfes, je voudrais continuer à suivre ces trois fils rouges. Les tresser ensemble et te proposer un roman qui peut se lire comme un voyage et qui présente deux personnages, l'un proche à Pan et à Puka, ici nommé le chevrier, et l'autre à un elfe, Flannan, le fou follet, violoniste irlandais, vagabond, persécuté, divergent, et qui, pour tout cela, sera emprisonné dans le tristement célèbre hôpital psychiatrique de Bedlam. Et le tout tissé sur le fond historique de la grande famine en Irlande du XIXe siècle. Tout cela, et bien plus encore, enfermé dans un unique roman. Last night I lay dreaming of pleasant days gone by. Indéfinissable, à la fois fantastique, historique, ironique et même musical. Prépare-toi pour un voyage avec Mémoire d'un follet d'Elisa Nicotre. Sur les chemins du monde s'en allait le fou, fût-il de sable ou bien de boue. Son bagage était un nuage, ses bottes du lierre sauvage. En chantant et en dansant, traverser les abîmes jusqu'à en perdre toutes ses rimes. De la chanson The Wild Man, apparemment la seule composition de Flannan dont il nous reste des traces. D'autres personnages et d'autres situations se croisent dans ces récits où notre héros démarre son périple à cause d'une cuisante déception d'amour. Un topo classique de nombreux romans et contes de voyage. Mais allons à la rencontre d'Elisa, autrice du roman, pour en savoir un peu plus sur Flannan et ses péripéties. Et nous voilà, nous sommes arrivés dans un lieu très bizarre. Je ne connais pas trop où je suis, mais je vois... Voici Elisa qui s'approche. Salut Elisa. Ciao! Comment as-tu fait pour me rejoindre ici? Ne surtout pas que ce lieu n'existe plus. Ah, je ne savais pas que c'était impossible et donc je l'ai fait. Mais dis-nous, où sommes-nous en fait? Justement, nous sommes dans un lieu du possible qui, comme il arrive souvent, il n'a pas résisté à l'heurte de l'impossible. Ah, C'était en somme le musée des Corto Maltese à Venise. ah, C'est un de mes cités préférées de cette ville que j'aime viscéralement. On est à Cannaregio. Corto Maltese a habité à Venise longtemps. On retrouve ça souvent, mais aussi dans la Contesconta de Tarcana. Oui, oui, au ghetto. Mm. J'y habitais moi-même d'ailleurs. Et c'est dommage de Ah, n'avoir jamais rencontré. Mais j'ai rencontré bien d'autres personnages de toute façon. oui, Allez, oui. venez, venez, suivez-moi. C'est par ici. Ah, mais il fait sombre, hein? On voit rien. Oui, c'est normal, mais n'ayez crainte. C'est pour cacher les délires gribouillés tout au long de ce couloir. Avancez, avancez. Et nous Mhm. voici. On est dans ma pièce Ouais. préférée. Sur le fauteuil, un rotin. Oh oui, le fauteuil, oui, oui, le fameux fauteuil de Corto Maltese. Et oui, on a l'impression d'apercevoir sa silhouette amusée qui nous scrute d'un œil goguenard. Et toute cette carte, et ces instruments farfelus, ça te donne pas envie de prendre le large. Bah oui, bien sûr, hein. Comme un voyage pour prendre les larges, hein? Mais je vois qu'il y a quelqu'un qui se cache dans l'ombre. C'est un infiltré d'un songe de nuit d'été, peut-être. Ah Là, oui. tu par ici. Ne veux-tu pas venir réviser avec nous? S'il y a à boire, pourquoi pas? Tu n'auras que de l'eau de lagune si tu ne te conduis pas comme il faut. Ne voudrais pas tu nous raconter une histoire plutôt? Une histoire à la gorge sèche à Venise. Voilà ce qui me paraît peu amusant.
Mais je vous dirais, puisque vous êtes des dames, je n'ai pas l'habitude de contrarier les jupons, je vous dirais un mélodieux irlandais d'une voix douce comme le miel, comme les rois suisses, il faut frapper des malédictions, et sauter d'arbre en arbre, de vallée en vallée, de source en source, jusqu'à ce que les plumes poussèrent sur ce bras. Ah, mais ça, c'est une histoire ancienne. Ah! Ah, il s'est vexé. Est-ce que tu veux Ah aller oui. le chercher? Non, non, c'est pas nécessaire. Ouais, peut-être il va revenir tout à l'heure, ça va passer. Mais Oui. en fait, dis-moi, Elisa, tu as créé ton univers de mémoire d'un follet et sur la base de tes expériences, tes lectures, ou justement c'est lui, c'est Flannan qui t'a inspiré? Oui, oui, c'est lui qui me l'a inspiré, on pourrait dire comme ça. Hmm. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que, ben, moi et Flan, on se connaît depuis longtemps. J'avais 14 ans et je m'ennuyais ferme à l'école, hein. Pas pendant les cours parce que je les aimais bien, mais la récréation, c'était pour moi insoutenable. Alors il arriva. On venait de lire le premier chapitre de Madame Bovary, où Charles Bovary entre dans sa nouvelle classe, dans ses habits fort gênants. Et en parodie de cet épisode, Flan en arrive en pointe de ses pieds nus, s'est mis Ouais. à fouetter partout, à renifler les bancs, à faire de l'œil aux copines de classe Ah sans oui, qu'elles le perçoivent. En somme, désinvolte, cynique, délirant. Il était vraiment le portrait du mas de tarot, ah oui. de tous les jokers, des jesters de la littérature que j'aimais. Ça me fait aussi penser à Délire dans la série Sandman de Neil Hmm. Gaiman. Oui, oui, oui. Ouais. Et ça, c'est pour expliquer de manière plus fantaisiste quelles sont mes sources d'inspiration. Bah oui. En tout cas, il jouait du violon et moi, j'étais prise d'une envie folle de danser en plein milieu d'une leçon sur les conjugaisons grecques, où il me parlait de folklore pendant l'heure de mathématiques, il me racontait de son Connemara, c'était un caché derrière le dos du professeur de géographie. Ben voilà, là, c'était la belle vie. Et il devint ma bouée de sauvetage, donc dans les moments d'ennui, pas seulement, même dans les moments de Hmm. tristesse, Hmm, hmm. voire de déprime, parce que, bah, moi, j'étais un peu la marginale de la classe qui écoutait de la musique celtique, lisait des poèmes, écrits par des gens qui étaient morts depuis longtemps, donc Ouais, donc on peut dire quelque part, peut-être, hein, qu'il y a un côté autobiographique, hein, dans le fait aussi que dans le récit, Flann, à un moment donné, est enfermé dans un asile, hein. Et ou c'est simplement parce que tu l'as vu comme un personnage qui était divergent? bah, c'est les 2 choses ensemble. Comme, dit si bien, Flaubert, toujours un un récit de Oui. Flaubert, ben, Flannery O'Connor, c'est moi. OK, bah Et oui. ça, je pense que c'est normal pour chaque auteur, on s'inspire, de son côté inexprimé pour créer ces personnages, qui sont un peu des avatars. Et puis, ben, Mmh. pour moi, l'asile est la métaphore de la société des bien-pensants. Moi, j'ai jamais Mmh. vécu de situation aussi dramatique, évidemment, mais ben, c'est la seule cage que j'ai jamais connue dans ma vie. Ça m'a suffi, celle de Mmh. l'opinion des autres. Mais j'ai réussi aussi à m'enfuir. Ça, c'est pas un spoiler, on comprend tout de suite que Flan en sort de l'asile. De toute façon, j'ai toujours, un peu sous-estimé aussi ce genre de cage sociétaire et j'ai vu un peu les résultats maintenant que je commence à ne plus être, une gamine, Mmh. mais je regrette rien. Ouais. En tout cas, pour Flamme, donc né un peu de mon imagination et un peu de des multiples couches des inspirations et des situations de ma vie sublimées, Oui. bah, il est né dans une forêt. Il est fils d'une mère qui n'a supporté aucune contrainte. C'est une Mmh. sorcière, on l'a définie en sorcière. On ne sait pas si vraiment elle est capable de faire de la magie. La Mmh. magie qu'elle produit, c'est son fils déjà. Et en effet, le père, c'est un elfe Oui, qui ouais, ouais, ignore ouais. tout de la société des humains. Et d'ailleurs, de quelle société parlons-nous? Parce que est-ce que c'est celle de l'Irlande rurale, dans Mmh. laquelle, en effet, il est probable qu'un personnage comme Flann serait respecté en tant que membre du bon peuple, mais aussi en tant que musicien et conteur? Ou parlons-nous de la société greffée de force en Irlande depuis le XVIIe siècle, celle principalement de l'aristocratie anglaise, donc une société plutôt snob, pouvons-nous le dire. Oui, oui, en fait, justement, tu parles de l'imaginaire, du folklore, mais dans ton roman, il y a présent beaucoup aussi le côté historique, hein. Donc, tu parles aussi de la grande famine, comme tu dis aussi de cette greffe d'une société anglaise ou anglophile dans le monde irlandais, aussi dans le monde rural. Et surtout, justement, comme on a vu tout à l'heure, tu parles aussi du tristement célèbre asile de Bedlam qui a vraiment existé.
Il existe encore en tant que musée. Dans une de mes présentations, on m'a raconté qu'il y a des fantômes et on peut percevoir leur présence. Ça ne m'étonne pas du tout. Au fur et à mesure que j'écrivais cette histoire, parce que je l'ai commencé très tôt, donc comme je disais, j'étais au lycée, au gymnase même. Ouais. Puis, évidemment, j'avais besoin d'avoir une maturation personnelle pour que le roman soit présentable. Donc, au fur et à mesure que je le réédite, et c'est une chose que je ferai tout au long de ma vie, comme ont fait beaucoup d'écrivains du passé, et ben, dans la deuxième, déjà, dès la deuxième édition, j'ai découvert des choses vraiment étonnantes. Mmh. Comme par hasard, par exemple, un peintre pré-raphaélite, peintre de fées, Oui, il fut ouais. enfermé de longues années durant. C'était Richard Dodd, l'auteur de Fairy Fellow's Masterstroke. Oui, 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 très À ne pas célèbre, confondre ouais. avec la chanson de Queen, mais c'est Oui, un ouais. tableau qui pullule de fées et peut-être, à l'ère plutôt victorienne, mais Oui, n'empêche que je trouve que c'est à lui peut-être qui s'est inspiré le plus grand dessinateur de fées du monde, à mon avis, mais je pense que cet avis est partagé, c'est Brian Froud. oui, Donc, oui, déjà oui. là, on a assez d'éléments pour que je réécrive quasiment l'histoire, sur la base de ça. Puis, la découverte d'une tradition de chansons sur Bedlam, datée à la Oui, Renaissance, déjà à partir de la Renaissance, Made in Bedlam. Pour ceux qui aiment le ouais, folk ouais. anglais, Ah, évidemment, le Pentangle, ou même des groupes qui s'appellent The Bedlam Boys, un groupe qui oui, s'appelait les The Bedlam Bedlam Boys, je Boys. connais celui-là aussi, ouais. Les années 70, le folk Ouais. anglais des années 70 nous a fait redécouvrir ce trésor. Et même le groupe de style Ice Pan. Je fais mes recherches littéraires, artistiques, musicales, et j'ai Musical. trouvé toujours que, comme par hasard, les faits sont toujours cités dans les textes de Bedlam Boys, pas trop dans Made in Bedlam, mais son personnage ressemble beaucoup à celui d'Ophélie dans l'Hamlet de Mmh, Shakespeare, un mmh, autre mmh, mmh. auteur qui, avec les faits, il avait une certaine Confiance, hein, amitié. ouais, ouais, Oui, voilà. OK. Donc, de fil en aiguille, j'ai trouvé que cette histoire qui était si bizarre, en fin de compte, était documentée. Mmh, Elle mmh, m'est mmh. arrivée peut-être dans l'imaginaire collectif, et moi, je n'ai fait que la coucher sur papier. Fait à part, l'époque que j'ai choisie pour l'histoire qui se passe dans l'asile de Bedlam, heureusement, ce fut celle avant de renouveau. Parce que avant, il s'agissait vraiment d'un lieu de torture. On parle des hospices, des asiles, des lieux Ouais. où les gens mouraient, enfermés, vraiment enchaînés, avec des chaînes très courtes, étaient soumis à des traitements. En effet, c'était des cobayes. Donc, Oui, on a oui, oui. expérimenté sur eux des traitements, soi-disant, l'eau glacée et ensuite les secousses électriques qui malheureusement existent encore, Ouais, 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 l'électrochoc. ouais, ouais. L'électrochoc, hein, oui. En fait, moi, ça m'arrangeait très bien qu'il y ait ce vent de renouveau, ce Doctor Hood qui introduit des concepts très modernes, dont Mmh. le milieu dans lequel l'aliéné évolue l'influencera, donc on pourra l'apaiser, donc mettre des plantes, des cages pleines d'oiseaux qui chantent, avoir une vue sur les jardins, une salle commune avec une belle bibliothèque, un piano, Mmh. la possibilité de jouer de la musique. Ben, Mmh. ce sont presque un peu les racines de l'art-thérapie. Mais évidemment, ça, c'était quelque chose qui n'était pas pour tous, Oui, bien parce que sûr, donc c'était la pas pour réforme les s'est pauvres. limitée aux aliénés aisés. Donc Oui. la polémique sociale prend une autre ampleur. Dans mon livre, ce n'est plus seulement la critique du colonialisme, mais devient aussi une lutte vraiment du peuple. Donc Flann découvre que les Anglais même peuvent être des victimes. C'est un Mmh. message que je souhaitais véhiculer. Oui, donc en fait, tu as voulu passer sur les côtés des choses atroces pour pouvoir aussi mettre plus en évidence le côté un peu plus humain, hein. Tu voulais quand même rester toujours un peu sur le côté lié au fantastique, quelque part, au Oui, côté oui, et plus puis ouais. justement, alors, c'était pas intentionnel. Moi, je voulais écrire une histoire fantastique. Et Mmh, mmh, puis, mmh, mmh. en grandissant avec les livres, je suis devenue de plus en plus impliquée pour tout ce qui sont les injustices sociales. Donc, Ouais. en effet, le livre a grandi avec moi. Oui, bien Et sûr, hein, ah oui. je suis sûre que ça, c'est quelque chose qui se cache derrière chaque œuvre littéraire. Il y a les livres grandissent comme les personnes, avec les Oui, personnes qui les écrivent. surtout si Mais on bon, bref, l'écrit oui, oui, je disais surtout si on l'écrit dans les longueurs du temps, réfléchissant, en faisant des révisions, oui, comme oui. dans ton cas.
Et j'espère qu'il y a encore quelqu'un qui fait comme ça parce que Mm. c'est enrichissant vraiment pour ceux qui écrivent. De toute façon, en parlant, oui, de fantastique dans lesquels se cachent des thématiques en fait très liées à la réalité, justement, c'est une espèce de, je veux pas dire de subterfuge, mais c'est une manière pour faire passer le message Ben oui, sans bien crier sûr, hein. gare. Oui, 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 c'est clair, hein. Et en fait, comme tu sais, c'est une des raisons pour lesquelles moi, je défends toujours les gens fantastiques, aussi la science-fiction, parce qu'évidemment, il permet d'avoir des lectures approfondies avec du recul, quelque part, par rapport à des livres plus réalistes. Et en plus, dans ton roman, il y a des différents voyages, hein. Moi, personnellement, je peux te citer quelques-uns des voyages, mais puis c'est à toi, qui est la maman du roman, qui pourrait nous dire un peu plus sur ces parcours. Moi, par exemple, j'ai vu un voyage initiatique, évidemment, un Mhm. voyage physique, parce que Flam laisse son Irlande et se retrouve dans un monde qui, justement, pour lui, est totalement aliéné. C'est pas lui l'aliéné, mais le monde dans lequel il se trouve. Oui, Et puis exactement. surtout, comme tu l'as déjà un peu dit, mais effectivement, il y a aussi le voyage musical, parce que tout au long du roman, tu nous amènes aussi à découvrir de la musique traditionnelle irlandaise avec des références, des choses à aller écouter éventuellement même en même temps qu'on lit, hein. Est-ce qu'il y a pour toi d'autres types de voyages que tu as cachés volontairement ou involontairement dans les lignes de ton roman? Mais peut-être, oui. Je pourrais Oui, ajouter, dire oui, le voyage de la mémoire. oui. Parce que c'est un voyage métaphorique, naturellement, mais le Mhm. paradoxe, justement, c'est celui de voyager en étant enfermé. Donc Oui, c'est ça un peu le message d'espoir. Au fur et à mesure que Flan est de plus en plus contrôlé, enfermé dans la cellule d'isolement, ouais. les voyages s'intensifient et ils Mm. vont à rebours dans son enfance libre et sauvage, justement au fur et à mesure que la liberté est réduite. Oui. Donc, les sciences sont toujours des récits extérieurs, en tout cas des libertés. Ce sont des galopades, des courses enfantines, des jeux, des trajets à pied. Et Mm. c'est un peu, ça me fait penser aux personnes âgées qui sont, de quelque sorte, dans l'impossibilité de se déplacer et qui Mhm. racontent de plus en plus de leur vie, des moments plus heureux de leur vie, de leur jeunesse, de leurs enfances. Ouais, mais oui, ça me fait un peu un rappel à un certain horloger de San Lorenzo à Rome, celui qui m'a inspiré la première saison de Comme un voyage, qui était un Ah oui, c'est voyageur immobile et curieux, et surtout lui, il était boiteux en fait, donc il avait vraiment du mal à se déplacer. Et pourtant, voilà, justement, il a fait beaucoup de voyages avec son imaginaire, les lectures. En fait, il était devenu un peu l'aspirateur de Comme un voyage. oui, et puis il y a des gens qui peuvent pas se permettre de voyager, voyagent à Et travers oui, la lecture. En tout cas, oui, comme tu dis, les 3 pistes des 3 voyages, oui, elles sont là dans les livres, sans doute. Le voyage musical, j'ai même écrit une discographie à la fin du livre, donc oui, 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 hein, c'est hein. assez explicite, non? Et ça vient du fait que j'ai toujours aimé voyager en écoutant de la musique déjà. Oui, Et bah puis, oui. c'est vrai que depuis soi-disant, depuis la naissance de Flan, je suis devenue aussi musicienne, chose que j'avais pas imaginée ni prévue dans ma vie. Ah oui, Et donc donc, c'est Flannan qui t'a poussé à devenir musicienne, hein? oui, c'est mon alter ego, donc Ah avoir toujours oui, des alter ego musiciens, ça m'a quand même un peu allumé une alarme. Je me dis: «Mais mmh, ne voudrais-tu peut-être prendre un peu plus au sérieux cet ouais, instrument que tu as entre tes doigts?» Et donc, ça va sans dire, le voyage musical, pour une musicienne, c'est pour un musicien, une musicienne, c'est mmh, inévitable. Et puis, les lecteurs apprécient ça apparemment. Puis, oui, les voyages initiatiques, oui, ça aussi, c'est assez clair parce que, c'est comme dans tout roman de formation, non? Il y mmh, a le jeune, donc l'adolescent, la raison du départ, c'est un chagrin d'amour. Qu'est-ce qu'il perd? Ce qu'il va trouver. Je peux pas dire, ce qu'il trouvera sur le trajet du retour parce que ce serait dommage d'enlever la surprise, eh mais ben c'est oui, quelque oui, chose de clairement initiatique. Même les lieux choisis sont, symboliques, donc les amants de l'ésotérisme celtique seront peut-être contents mmh, de se retrouver dans ce lieu et avec, ce personnage. Et puis, c'est le voyage que nous entreprenons tôt ou tard, tous pour sortir, de notre inconscience sauvage, non, de notre enfance. ouais, Dans les livres, le mouvement géographique a une action maïotique. C'est vrai que moi, après chaque voyage, je me sens changer, je change plus vite. Et puis, mmh, je pourrais ajouter que les premiers longs voyages de Flandre sont involontaires, en effet, ou mmh, antérieurs, comme je dis, c'est des voyages de la mémoire. Donc, nous savions dès le premier chapitre qui sort de l'asile, ça je l'ai déjà dit, oui, et oui. j'y tiens parce que je veux pas, comment dire, Laisser je veux plonger pas les gens dans le malheur. Oui, c'est un peu oui, dans ça le aussi. désespoir, Ouais, vraiment, on en a déjà assez dans la vie et je n'aime pas donc les histoires déprimantes. Donc,
l'espoir pour affronter les chapitres plus durs, il est là. Mmh. Et oui, Clown, en effet, comment il arrive en Angleterre? Il ne le sait même pas en réalité, parce Mmh. qu'il se jette sur un train quelconque et il est sorti de force par une aventure que je ne peux pas vous expliquer. Ben Et oui. puis, ben, un coup de matraque sur le crâne et c'est le vide total jusqu'à son réveil en cellule. Mmh. Donc une fois enfermé, ben, ces évasions se font, de plus en plus fréquentes. On a expliqué comment. Il compte son Oui, histoire, il oui. chante aussi, il chante des chansons en Mmh. gaélique, avec, des thèmes qui sont liés à l'histoire. Donc, en effet, j'ai construit cette histoire aussi sur la base des chants traditionnels en gaélique que je connaissais. En contant son histoire, l'évasion devient contagieuse parce que les autres internés l'écoutent. Mmh. Au début, il est convaincu qu'il ben, il est entouré d'espèces de zombies. Oui, De s'être, peut-être lobotomisé, parce qu'on sait qu'une autre pratique, terrifiante qui était pratiquée à l'époque, c'était la lobotomie. oui, qui a duré Je longtemps, suis hein. Mmh. oui, oui, je suis pas descendue dans les détails, on sait pas. Il y a des personnages qui ne parlent pas ou qui s'expriment par des seules voyelles et à la fin, il y a vraiment un dialogue entre lui et les autres internés. Donc il y a quand même un succès de sa Mmh mh. présence dans cet asile. Il a amené de la couleur, il a amené de la musique, mais tout ça, ce n'est pas sans risque, évidemment. Donc dans les Ouais. chapitres centraux qui se passent dans l'asile, on finit par oublier les murs gris, hein. Je On confirme parce que j'ai lu, donc c'est pour oui, ça tu de l'as temps en lu, temps je donc dis: «Oui, oui, oui». tu l'as lu en italien et en français dans sa Exact. première, deuxième et bientôt troisième version. Donc, voilà, tu es un témoin, quand même précieux pour moi. Mmh. Et donc, oui, on oublie où on est. Lui-même, il oublie où il est et c'est ça le but de l'histoire. Ouais. Et ça me fait un peu penser à quand je ne sais pas si ça vous arrive de passer une journée entière à lire. Quand on pose le livre, on s'étonne d'être toute banalement chez soi. Oui, ouais, retrouver le monde réel, hein. Oui, donc en fait, Flan, il part sur une impulsion, mais quand il rentre, avec, la conscience et la volonté de rentrer. Oui, oui, oui. Le voyage de retour est le seul voyage vraiment conscient de Flannan. Il sait à peu près par quelle route il va. Là aussi, il y a des aventures, il y a des petits coups de scène. Je ne suis pas une personne qui aime les intrigues rocambolesques, mais quand Mmh, même, mmh, mmh, mmh. c'est un périple assez décousu, mais il a son objectif. Mmh. L'objectif, c'est de rentrer chez lui en Irlande et retrouver Maggie, cette fille Cet au amour. caractère redoutable qui a provoqué sa fuite, hein. Mmh mh. Et il voyage à pied. Ça, c'est Mmh mh. important pour moi. La marche, c'est une forme de Ouais, méditation. Et en traversant les campagnes anglaises, donc il a des prises de conscience aussi sur l'Angleterre, sur les Anglais, sur ouais. aussi le monde des faits anglais. Et puis, bah, on n'en a pas parlé, mais il y a aussi le côté nature avec les N majuscule, parce que Flann est aussi une créature un peu sauvage, mais dans le bon sens du terme. Tu me connais, donc quand je dis sauvage, pour moi, c'est vraiment un côté un peu sacré. Donc, il est une créature sauvage. Oui, c'est un bon sauvage. Et puis justement, je parle du monde des fées. Le monde des fées symbolise un peu notre côté animal. Ce sont des Oui, figures anthropomorphes qui ont des attributs animaux. Ce sont des créatures qui représentent vraiment le pont entre l'humain et l'animal, donc entre l'humain et la nature. ouais. Et j'ai omis de vous dire qu'il a une queue de renard et il Oui, a eu des oreilles d'elfe ouais. qui ont été amputées dans l'asile. Ça arrive dans le deuxième chapitre, Ah donc ouais, pour ça, vous c'est un dire passage ça. terrible. Il m'a énormément frappé, ce moment-là. Ouais. Petite anecdote, quand je l'ai écrit, j'ai dû aller d'urgence chez le vétérinaire pour mes chattes, qui Mmh, sont toutes blanches, c'est des chattes albinos en effet. Et le mmh. vétérinaire m'a dit: «Il faut leur couper les oreilles». Incroyable, hein? C'est Ouais. pas possible. Pourtant c'est possible. Je ne l'ai pas fait. J'ai eu Ouais. une révolte, très violente que le vétérinaire n'a pas compris évidemment. Mais oui, J'ai tu devais lui consulté lire le d'autres livre. vétérinaires qui m'ont dit: «En effet, sans une biopsie, cette opération ne se justifie pas». OK, bah Mais oui. c'était pour dire que, les oreilles d'animal, portent vraiment un symbolisme assez fort. Et puis, ben, le meilleur ami de Flannan, c'est Hiro le chevrier. Bah oui. Oui, oui, bah, les chevriers qu'on n'a pas nommés jusqu'à là et donc c'est inévitable l'association avec les dieux Pan, les dieux de la nature, sauvage, parce qu'il a un peu aussi les mêmes caractéristiques, hein. Et Pan d'ailleurs, c'est celui qui provoque le timor panicus, c'est-à-dire cette foi sacrée qui est suscitée pour les hommes face au mystère de la nature sauvage, la nature indomptable. Et d'ailleurs même le mot panique
qu'on utilise, en fait, ça vient de ça, de ces timor panicus qui étaient ce que les dieux provoquaient chez les humains. Et un peu, c'est ce que les chèvriers représentent, c'est un peu le côté non domestiqué. C'est un peu aussi un alter ego, si tu veux, non domestiqué de Flannan, quelque part. C'est l'ami qui reste sauvage. Oui, on pourrait dire que c'est l'alter ego qui n'a pas de moitié humaine, Mm. parce que Flan est à moitié humain. Le chevreuil, en effet, son rôle, c'est celui de protéger les animaux sauvages. Le chèvre, pourquoi le chevrier? Parce que déjà, pour voilà, son identification à Pan, à Cernunnos aussi, Oui, c'était oui, aussi, bien sûr. dans Ouais, la mythologie celtique. Et puis, bah, pour ce que je connais de chèvres, ce sont des animaux absurdes, totalement imprévisibles. Ce sont des animaux qui font semblant d'être domestiques. Tu mets une chèvre dans un enclos, tu ne sais jamais ce qui arrivera. Donc, bah, déjà, il y a cette symbologie, la chèvre qui a été diabolisée pendant plusieurs siècles à cause de ses cornes, de ses yeux jaunes aux prunelles horizontales. Donc, pour moi, c'est le symbole vraiment de la dédomestication. Et c'est ce que Flann devra faire pendant son voyage de retour, c'est dédomestiquer. Apparaissent, au fur et à mesure qu'il entreprend son voyage, des descriptions de la nature, le bois qu'il accueille. Tu as parlé de ouais. Lolly Williams tout à l'heure. La nature est un personnage, et c'est peut-être le Mm. personnage le plus intéressant. Moi, de mes voyages, ce que j'ai retenu, ce n'est pas les rencontres avec les personnes, mais c'est les rencontres avec les lieux. Et justement, Iri aussi, qui représente le bois, la forêt, la nature adoptée, Ouais. la première chose qu'il dit à Flannan, il dit: «Je te reconnais plus, tu n'as plus ton odeur». Et ça risque presque de provoquer leur peut-être unique dispute dans leur légendaire amitié. Donc pour nous, c'est un voyage vers la forêt obscure. On n'est pas dans la forêt obscure de Dante, de la Divina Non. Commedia. On est dans une forêt obscure mais accueillante, mais elle est incontrôlable. Mais Et ça, oui. c'est un voyage essentiel pour trouver notre complétude. On n'est jamais entier si on n'accueille pas notre côté forestier, on pourrait Ouais, dire. d'ailleurs, oui, c'est un topo qu'on trouve aussi dans la littérature chevaleresque, le passage de la forêt obscure. Pour revenir à notre concept, tu as parlé tout à l'heure du voyage de retour et ça m'a tout de suite fait penser à un autre voyage dans un livre que normalement j'utilise aussi dans mes parcours de bibliothérapie. Un livre qui a à faire avec les voyages. C'est un livre de Ursula Le Guin qui s'appelle Les Dépossédés. Et là, il y a le protagoniste répète à plusieurs fois que le vrai voyage est le retour. Et en fait, dans le cas de Flannan, c'est son retour qui sert à accomplir son voyage. Oui, et puis ben, le retour, ça me fait penser tout de suite, les Nostos grecs. Les Nostos, c'était un ensemble des poèmes pseudo-homériques, donc écrits par des imitateurs d'Homère, en imitation de l'Odyssée. Donc, ben, l'Odyssée, toute la littérature qui s'en est inspirée, même celle d'aujourd'hui, parce que ça me Oui, fait aussi penser à Vincenzo Consolo, qui est un auteur que j'adore, sicilien aussi, comme moi comme d'origine, tout de moins. ouais, Et je pense que nos ancêtres, moi et lui, ils ont voyagé sur le flot de la couleur du vent, comme disait Homère, justement. oui, Et les Nostos de Flannan, ben, certainement, c'est plus domestique, hein, mais sa mmh, valeur symbolique, elle est là. Et le voyage, pour moi, est essentiel quand il se passe sur de courtes distances. Moi, je ne suis pas une voyageuse de longue distance. Je n'aime pas l'avion. Il ne me fait pas peur, mais j'aime savoir par où je suis passée. Je suis une pèlerine à puissance. Je n'ai jamais encore fait de mmh, pèlerinage à pied, mais j'en ferai. Je suis plus attirée justement pour les petits trajets. Je pense que là, il y a aussi un côté héréditaire parce que mon grand-père, il se déplaçait seulement à pied, tout en ah, étant cheminot hein, de son état. ah OK, Et une fois, mon frère m'a dévoilé que j'avais hérité de sa maladie, celle de la marche. Ben, aller à pied, c'est anachroniste, c'est oui, dépassé, c'est obsolète. Pourquoi tu ne prends pas le bus, le taxi? Pourquoi le tu t'achètes métro, le métro? Moi, je marchais. mmh, J'avais un chien à l'époque à qui est dédié le livre d'ailleurs, Puka. C'était un Puka, elle aussi. Ire, c'est un Puka aussi. Je n'ai pas spécifié ça, c'est un mmh, lutin justement cornu au semblant de chèvre. Mais en ouais, revenant donc à la marche à pied, il y a ce côté méditation. Et donc, vraiment, c'est un leitmotiv de mes romans parce qu'il n'y a pas seulement Flannan qui se déplace à pied, on trouvera aussi d'autres personnages. La vitesse n'est jamais la priorité, ni pour moi, ni pour mes personnages. oui.
Ben oui, la vitesse, ce n'est pas synonyme de voyage. Mais donc, en fait, tu as, comment on peut dire, une sorte de préférence pour les gitans et les nomades, Oui, que les gitanes, oui, ça ferait un chapitre à part. Moi, je pense être aussi à moitié gitane parce qu'on m'a souvent prise pour une. C'est pas intéressant de parler de moi. En effet, les gitanes en Irlande, ce sont les Tinkers. Les oui, Tinkers, ce mmh, sont des personnages vraiment énigmatiques. Ils sont doués dans la magie. mmh, Évidemment, ils maîtrisent les chevaux comme tous les gitans et ils sont mmh. proches des dieux. Quelquefois, des dieux aiment à se déguiser en tinker. On trouve ça dans vraiment les chefs-d'œuvre de la littérature irlandaise. On peut parler de James Stephens, par exemple, dans Les Oui, demi-dieux. En mmh, anglais, c'est The Demigods. Même dans un grand classique, celui qui m'a fait découvrir l'Irlande, c'est Les sorcières de la Morrigan de oui, Peter Shee. C'est un roman fantastique pour enfants. C'est sûrement pas au même niveau que James Stephens, mais il y a la déesse Brigid et le dieu Angus Og qui se déguisent en Tinkers, musiciens itinérants. ah oui, c'est vrai, j'ai lu le Et roman. aussi le fait de la musique, le conte, la maîtrise du métal, qui fait que le Tinker, ce soit vraiment des personnages aussi sur la limite entre le dieu et l'humain. Et puis, Patrick Rothfuss, Les Ah Loups du oui, vent, oui, oui, et là belle aussi, série. le protagoniste, Quoth, il vient d'une famille de Tinkers. Même dans Chocolat de Joan Harris, le très fascinant Roux, qui est interprété dans le film par Johnny Depp, mais en effet, non, dans les livres, c'est un Tinker dans le style irlandais. Il a les Oui, cheveux rouges, ah, justement. ah. Et il sait réparer toutes sortes d'objets, il habite sur un bateau. En tout cas, Flann, à un certain moment, il est accusé par sa famille d'être un tinker. Et comme moi, il en est fier. Là, je pense que tout le monde a bien compris que nous sommes en train de parler de Mémoire d'un follet, ton roman. Donc, on en a exposé quelques aspects, quelques pistes. Évidemment, maintenant, je vous invite à le lire, à le découvrir. Entre-temps, tu penses que Flannan est encore vexé? Ou je pense qu'on va les saluer Non, de loin ou quoi? oui, oui, t'inquiète pas, je pense qu'il est simplement saoul, il a trop Ah, raconté pour d'accord. aujourd'hui et il s'est perdu dans les cales. Et peut-être il allait rendre visite à son copain Malo qui habite justement ici à Ah, Canareggio d'accord. OK, comme et ça, les qu'on personnages. rencontrera peut-être, oui, dans un autre épisode. Oui, parce qu'en fait, nous allons reparler, Elisa, hein, parce que nous allons nous rencontrer à nouveau avec ces autres personnages et on en parlera prochainement. Et bon, là, je vais te laisser. Merci de m'avoir tout d'abord fait découvrir ce lieu qui n'existe plus et puis aussi de nous avoir partagé tout ça. OK. Ben, merci à vous, un plaisir partagé. Je Ah, termine avec une seule phrase. Pour arriver au pays des fées, il suffit parfois d'un seul pas de plus. Moi, j'ai l'impression que ce pas m'a été accordé et nous pouvons aussi le faire ensemble. Un tout petit pas. merci beaucoup, Elisa, et à bientôt. Merci à toi. À bientôt. Slam. Et maintenant, après cette rencontre, on laisse Venise avec un peu de musique. Un morceau irlandais qui parle d'amour perdu et de recherche en voyageant dans des contrées lointaines. Elisa nous propose Once I Had a Sweetheart. Once I had a sweetheart, and now I have none. Once I had a sweetheart, and now I have none. He's gone and did leave me. He's gone and did leave me. He's gone and did leave me to sorrow and woe. Last night in sweet slumber I dreamt I did see. Last night in sweet slumber I dreamt I did see. My own precious jewel sat smiling by me. My own precious jewel sat smiling by me. I'll venture through England, through France, and through Spain. I'll venture
life I will venture, the water remain. All my life I will venture, the water remain. Cette rencontre et ce qu'on a échangé avec Elisa m'a inspiré pour te raconter un souvenir et te parler d'un autre auteur de ces livres. Les souvenirs d'abord. Même si je suis née à Rome, mes racines paternelles sont profondément ancrées dans les montagnes des Apennins, en Ombrie, d'où viennent mes ancêtres bergers et où j'ai passé tous mes étés quand j'étais petite, entre arbres, montagnes, vents et vie sauvage. Dans ces lieux isolés et sauvages, où la vie était autrefois très dure, les bergers gardaient leurs troupeaux en lisant des œuvres majeures de la littérature, et souvent les apprenant par cœur. L'Iliade, l'Odyssée, la Gerusalemme Liberata ou l'Orlando Furioso, chef d'œuvre de la littérature italienne. Et si d'un côté j'étais émerveillée pour le niveau de compréhension littéraire de ces gens, de l'autre j'ai toujours compris que lire était se nourrir, transformer la solitude en richesse et surtout voyager. La référence maintenant avec un grand auteur de récits de voyage, ou mieux encore plus que ça, un philosophe du voyage, Bruce Chatwin. Les connais-tu? Écrivain britannique, auteur notamment de récits de voyage tels En Patagonie, Le Chant de piste, Les Vicerois du Ida. Les découvrir dans les années 80 a été pour moi une véritable révélation. Chantre de la pensée nomade, comme il a été défini. Les vagabonds, les errants, les tribus nomades ont été sa source d'inspiration pour développer une vision originelle de la nature humaine. Dans ses ouvrages, en fait, il développe l'idée que le problème se résolve dans la marche, car l'être humain est naturellement nomade. Et c'est avec les sociétés sédentaires que nous nous sommes dénaturés et désaxés. De quoi réfléchir, n'est-ce pas? Il est temps de rentrer dans ma taverne franciscaine, la Pasta Vitale, en Trastevere, à Rome. Comme des anciens pèlerins, nous poserons notre baluchon, nous nous assiérons à côté d'autres habitués du lieu et nous goûterons une simple mais délicieuse soupe d'herbes sauvages cuisinée par les frères belges héritiers de Francesco d'Assisi. Et je me permets de terminer avec le début, ou pour mieux dire avec une partie de la dédicace du roman d'Elisa, Mémoire d'un follet. À toutes les minorités persécutées, soient-elles elfes ou orang-outans, rhinocéros ou licornes, amérindiens ou gitans, ce livre est pour vous plus que pour quiconque d'autre. À bientôt.